Chers téléspectateurs de Malikouna Foni TV et chers auditeurs de la Web Radio, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de Mali Débat et avec nous dans le confort de ce studio, nous avons deux invités de marque et pas les moindres. Il s'agit des confrères à ma gauche, lui c'est Amandigue Chagara, qui est connu dans le monde de la presse en tant que directeur de publication du Canard Soloni. Et à ma droite, bien sûr, lui c'est le doyen, le Cora, lui c'est Maran Konaté, un grand chroniqueur actuellement de la radio IK FM. Bonjour, Cora Maran Konaté. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Monsieur Amandigue. Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes tous en forme. Bien, mesdames, messieurs, sans trop tarder, nous allons aborder le vif du sujet. Et s'agissant de l'actualité ou les actualités dominantes actuellement chez nous au Mali, vous n'êtes pas sans savoir que la crise post-électorale a fini par vraiment sincèrement faire beaucoup de remous, a affecté également aussi, aggraver les tensions et a affecté le tissu social. Et ça cite un point qui, ma foi, aujourd'hui est une équation. De l'autre côté, il y a le mouvement du 5 juin qui a lancé déjà le mot d'ordre. Le vendredi surpassé, c'était le 5, à la place de l'indépendance, ce mot d'ordre, et tout le monde sait, c'est la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État, et de son régime. Également, les institutions de la République, ils demandent la dissolution de ces institutions. Cependant, le chef de l'État, avec du recul, a fini par s'adresser à la nation. C'était plus tard qu'avant-hier. Et dans cette adresse, il a tendu la main aux uns et aux autres pour la discussion. Je commence par Maran Konaté. Maran Konaté, comme nous le disions tantôt, les élections législatives ont fini par vraiment sincèrement laisser des cicatrices. Quelle est votre analyse de cet état des faits? Oui, bon. Je remercie tout le monde. Merci. Je dois dire qu'effectivement, il y a eu des problèmes lors de la tenue de ces élections législatives. Le premier problème d'abord, c'est la disparition de Soumaïla Cissé, qui était candidat à Niafunké et qui a miraculeusement disparu. Des radars. Qui n'est pas non plus jusqu'à présent. On n'arrive pas à le retrouver. Donc ça, c'est un des problèmes. Le second problème, c'est que beaucoup de gens parlent de députés nommés, mais pas élus. Et surtout dans certaines régions nord du Mali. Il semblerait que ce sont des candidats qui se sont déclarés. Bon, pratiquement, on est venu bourrer les urnes. Et il n'y a pas eu d'élection, quoi. En fait, il n'y a pas eu d'élection. Donc, on les appelle ces députés-là, les députés nommés. Bon, autre problème, c'est que il y a eu l'implication de la Cour constitutionnelle. Beaucoup de gens ont décrié le comportement des 9 sages de la Cour constitutionnelle. Parce que quand on parle de la Cour constitutionnelle, les gens ne voient que la présidente Manassa Danjougou, alors qu'ils sont au nombre de 9. Donc toutes les décisions qui sont prises, pour moi, est une décision collégiale qui relève des 9 sages. Donc la Cour constitutionnelle a été suffisamment mise en partie par certains partis politiques, et par une partie de la population. Et si je prends le cas de la commune 5, par exemple, où le député élu de la commune 5, un des députés élus, Moussa Timbine, qui se retrouve aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Donc, selon certains constats, les premiers résultats donnés par le ministère de l'administration territoriale ne lui donnaient pas gagnant. Donc, il était perdant. Mais quand les résultats sont arrivés au niveau de la Cour constitutionnelle, il semblerait que les choses ne se sont pas bien passées
Et finalement, c'est Moussa Timine, qui a perdu les élections en commune 5, qui se retrouve gagnant. Et cela a vraiment frustré un bon nombre de la population et ça ne fait qu'empirer. Voici une des raisons qui ont fait que vraiment ces élections-là vraiment ont été suffisamment décriées par la population. Parce que ceux qui ont gagné, en réalité, sont déclarés perdants. Et c'est frustrant. Et je pense que vous avez fait en fait l'historique de cette actualité des élections législatives. Vous avez bien fait de nous rappeler également le rap du chef de l'opposition, M. Soumaïla Cissé, et qui jusqu'à présent reste hors des radars 3 mois durant. Et après ce rap, on ne connaît même pas les ravisseurs qui n'ont pas également. C'est là où cette bémol, puisque d'habitude les ravisseurs 48 heures ou 24 heures plus tard ils se dénoncent, ils se signalent. Et bien donc vous avez également parlé des élections qui ont laissé un couac. Monsieur Sagara, vous personnellement, et à entendre parler Monsieur Manga, qu'est-ce que vous pensez de cette Assemblée nationale et de cette Cour constitutionnelle? J'ai écouté avec intérêt le doyen. Tout à fait. Peut-être que je n'aborderai pas forcément dans le même sens. Tout à fait. Il y a eu des élections. Les candidats ont bâti campagne. Et comme toujours, les résultats ont toujours été contestés. En Afrique, c'est une pratique courante où le vaincu pense toujours qu'il a gagné. Bon, c'est vrai, dans le cas des législatives passées, c'est vrai, ça s'est passé dans des conditions très difficiles. Déjà, il y avait une crise sanitaire, Covid-19, qui était là, la crise sécuritaire au nord, et il faut le rappeler, beaucoup n'ont pas pu faire les campagnes comme il se doit. Et je pense que dans les zones du nord, au centre, des zones que je connais parfaitement, on peut dire que les campagnes sont passées sous fond d'affinité. Peut-être que d'autres avaient l'accès facile, parce que soit des groupes armés qui contrôlent la zone les sont favorables, ou ainsi de suite. Bon, à l'issue des résultats, il y a des mécontentements. Et je rappelle que le ministère proclame que les résultats provisoires, les résultats définitifs ont toujours été proclamés par la Cour constitutionnelle, que je me dis que est habilité en la matière, mesure l'ampleur de la chose. Et je n'ai pas dit que tout est propre, mais je ne pense pas que c'est juste aussi de dire à ces élus-là qui sont nommés. Le cas de la commune 5, il y a eu tiraillement. Le camp déterminé criait victoire, l'autre camp criait victoire. Finalement, le ministère a tranché pour l'autre camp. La Cour constitutionnelle, a tranché pour terminer. Est-ce qu'il faut dire la Cour constitutionnelle a triché ou a joué en faveur d'un camp ou d'un autre? Je ne saurais le dire. Mais je pense que dans la démocratie, il y a des choses qu'il faut faire avec. Jusqu'à preuve de contraire, c'est cette cour-là qui est habilitée à proclamer les résultats. Le doyen a touché un aspect vraiment qui m'a plu, parce que beaucoup, aujourd'hui, si d'autres ont la possibilité, ils seront prêts à assassiner Manassa. Elle a été insultée, vilipendée. Elle n'est pas seule. Elle a 8 autres sages avec elle. Je pense que ces gens-là, quelque part, ne sont pas tombés du néant. Je pense que parmi les 9 sages, peut-être d'autres sont plus proches des candidats perdants. Je pense que dans la démocratie, rien n'est parfait. Surtout dans notre jeune démocratie, je pense que souvent, il faut accepter. Il faut accepter les résultats et avancer. Maintenant, il va de soi que ça va percuter sur l'Assemblée nationale, puisque leur légitimité est déjà entachée. Et je ne pense pas que nous sommes tirés d'affaire. Je ne pense pas que Terminé va accepter l'appellation de nomination. Il s'est dit élu. À l'Assemblée, là-bas aussi, il y a eu d'autres élections où ses collègues députés l'ont porté à la tête du perchoir. Donc je me dis que ce débat, moi je pense qu'il faut tourner la page. Et si la Cour constitutionnelle a déjà tranché, elle a tranché. À moins de dissoudre l'Assemblée nationale, je ne vois pas d'autres alternatives. C'est la démocratie. Souvent, il faut accepter. Il faut accepter souvent de perdre. Voilà. Selon votre appréciation de la chose dans la démocratie, lorsque les institutions républicaines de l'État, telles que la Cour constitutionnelle, tranchent une affaire,
Alors donc, il faut accepter. Bon, j'adhère, tel que les règles de la démocratie le disent, mais la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors, quand une grande frange de cette population se sent frustrée, se sent quelquefois sévrée et de ce qui est son droit légitime, et vous ne pensez pas quelque part que voilà, il y a un quiproquo en termes de démocratie, parce que si la démocratie appartient au peuple et que ce peuple se sent du coup envoyé un peu voilà, court-circuité, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un quoi. Je ne sais pas trop comment ça se passe, hein, je ne suis pas juriste. S'il y a une partie qui se sent lésée, quels sont les voies et moyens que la démocratie préconise pour trouver une solution? Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve, n'est-ce pas, ce qu'il faut. Même, je ne pense pas que c'est en contestant ou en se mettant à insulter tout le monde qu'on va trouver la solution. Moi, il y a une chose qui m'a marqué dans ces élections. Je suis allé voter, premier tour comme au second tour. J'ai dit comme ça que je venais d'accomplir mon devoir de citoyen. Mais j'ai été copieusement insulté sur ma page. Voilà, vous êtes parti ramasser la maladie, c'est bien fait. Si vous tombez malade, ne venez pas. Des gens disent, mais pourquoi nous sommes allés voter? D'autres ont appelé à ne pas voter. Et des grandes personnalités, des cadres de ce pays, des chefs de partis politiques ont appelé les populations à ne pas sortir. Ils disent quoi? Élection coronavirus. Mais au lendemain des résultats, je vois ces mêmes personnes contester les résultats de ces élections-là. Franchement, je pense que quelque part, ils sont en porte-à-faux avec eux-mêmes, où les choses ne sont pas claires dans leurs esprits. Tu ne peux pas refuser d'aller voter, condamner ceux qui sont allés voter et vouloir quelque chose réclamer un résultat. Mais quel résultat? Je pense qu'aujourd'hui où nous sommes arrivés, que le citoyen malien se remette en cause, qu'on sache ce que nous voulons. Moi, je n'ai jamais imaginé que des voix allaient se lever pour parler de cette élection. Du moment où tous ceux qui pouvaient battre campagne ont battu campagne. Vous êtes témoins. Et pas les moindres. Des grandes voix se sont levées pour dire non. Oui, mais c'est vrai. Et les campagnes ont été... Encore, on va parler des candidats eux-mêmes. Excusez. Quand un candidat se lève pour se plaindre, moi je ne peux pas comprendre que URD, RPM vont sur la même liste. Pourquoi? Donc ça veut dire que tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir. Bon, les alliances contre nature, tout ça, donc je veux dire que c'est une élection qui a eu en tout cas plusieurs rebondissements. Et je pense qu'il faut qu'on trouve les voies et moyens de sortie selon les règles de la démocratie. Tout à fait. Voilà. On va passer la parole au doyen Manga Konaté. Et selon lui, y a-t-il des voies et moyens pour que vraiment ceux qui se sentent lésés puissent porter en fait, je ne sais pas, des recours quand la Cour constitutionnelle a tranché? Et quelle alternative préconisez-vous vraiment face à cette situation qui est tendue, qui reste tendue, très tendue? Moi, à mon humble avis, je n'en vois pas. C'est-à-dire, dès que la Cour constitutionnelle se prononce, le résultat est définitif. Le résultat est définitif. Maintenant, les autres voies de recours, certainement, c'est ce que la démocratie autorise, la marche, les meetings, etc., pour dénoncer le comportement de certains. Sinon, une fois que la Cour constitutionnelle a tranché, c'est fini. Le résultat est définitif. C'est pourquoi les gens ont peur. Parce qu'ils font souvent des recours. Ils font des recours qui sont pertinents, mais ils ont peur de la Cour constitutionnelle parce qu'ils savent que dès que la Cour va se prononcer, bon, le résultat peut être positif ou négatif, mais quel que soit le résultat, c'est définitif. C'est consommé, quoi. Voilà, c'est consommé, donc on ne peut rien. Okay. Donc, j'en profite pour saluer les autorités maliennes d'avoir pu tenir quand même ces élections-là. Parce que beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas possible, mais quand même, les élections se sont tenues. Mon jeune frère a parlé de la maladie, coronavirus. Eh bien, il dit qu'il a été insulté sur son site parce qu'il est allé voter. Bon. Moi aussi, je suis allé voter.
c'est un devoir citoyen. Mais je plains cette personne qui l'ont beaucoup insulté sur son site, parce que le jour du vote, si vous regardez, les mesures de sécurité étaient très bien respectées. Moi, j'ai voté dans mon centre. J'étais pratiquement seul quand je suis venu. J'étais seul. J'ai fait mon vote et je suis sorti. Et j'ai regardé au niveau des autres bureaux de vote. J'ai vu que, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'engouement à tel point de pouvoir attraper une maladie. Parce que déjà à l'entrée, il y avait les mesures sécuritaires. Il fallait se laver les mains, il faut faire ceci, il faut faire cela. La distance est réglementaire. Moi, je n'ai même pas vu ça, parce qu'il n'y avait pas de gens. Tout à fait. Voilà, les gens venaient à compte-gouttes. Mais, il y a lieu. Je demanderai à mon jeune frère de leur poser la question, est-ce que l'engouement qu'il y avait le jour des élections est le même engouement qu'on rencontre dans les mosquées, par exemple, les vendredis. Les musulmans, ils sont ensemble. Ils sont coincés entre eux. Et dans les marchés également. Dans les marchés. Dans les cérémonies. Et tout à fait. Mais c'est des occasions tellement importantes pour attraper cette maladie-là. Donc, ne comparer les élections à coronavirus, moi je dis que c'est du blablabla. Vraiment, c'est du blabla. C'est facile, très facile, quoi. En fait, donc je pense que, comme on l'a dit tantôt, il y a cette goutte d'eau qui peut-être a fait déborder le vase, parce que on voit que le Front social, la grogne, le Front social est en ébullition. Et ces élections ont dû, je vais dire, faire exploser. Ça a été le déclic pour qu'aujourd'hui on assiste à cette colère d'une partie de la population qui se sont manifestés le 5 dernier, le mouvement du 5 juin, et qui persiste sur le fait que la légitimité et IBK et son régime et les institutions les ont perdus. D'autant plus que ils ont énuméré un ensemble de choses, la santé, la sécurité et l'emploi et bien d'autres qui ne font que se dégrader du jour au lendemain. Et bon, voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire de cette volonté de dire, allez, chef de l'État démissionne. Alors, quelle alternative si le chef de l'État démissionnait, et si, dans le cas où la population sortait en nombre et que, voilà, il y a des affrontements, on ne le souhaite pas, quelles peuvent être les alternatives, quelles peuvent être les conséquences de tout cela? Ben moi, je dis que c'est tout simplement c'est jeter dans l'inconnu. Et ça n'engage que moi. Moi, je ne pense pas que c'est le moment propice aujourd'hui de marcher. Les élections, vous avez dit que c'est l'élément déclencheur. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Après les résultats, moi, je n'ai pas vu les partis politiques manifester. Ils ne sont pas descendus dans la rue pour contester les résultats. Chacun est resté dans son QG et lancer des mots par-ci par-là, insulter la Cour constitutionnelle, comme le doyen l'a dit. Mais je ne vois pas ces partis-là qui se sentaient lésés descendre dans les rues pour dire que bon, redonnez-nous nos voix. Ils ne l'ont pas fait. Et cette marche, on connaît les organisateurs. Ils se sont joints aux manifestants. Mais moi, je ne pense pas que tout est entassé du jour au lendemain. Rappelez-vous, parlant de la santé, les médecins sont allés en grève. Ils ont fait combien de mois? Plus d'un mois en tout cas. Il y a eu des morts. La société civile, où ils étaient? Combien sont descendus dans les rues pour dire les autorités, ça suffit? Trouver une solution. Les enseignants, mais ça fait quand même une année que ça dure. L'application d'un article. Les enfants des pauvres sont à la maison. Personne. Les parents d'élèves, ce n'est pas leur problème. Je n'ai pas vu des gens marcher pour exiger de ce gouvernement à trouver en tout cas une solution à la crise scolaire. Je ne me souviens. En tout cas, je ne m'en souviens. Les enseignants ont eux, oui, eux, parce manifesté. Que eux, oui. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ces enseignants-là? Vous êtes trop cupides, vous voulez tout à la fois, il faut revendiquer doucement. Ce qu'on vous tend, la prenez et continuez la lutte. Mais quoi? On les a traités d'apatrides, des personnes qui sont sans cœur.
D'autres ont même osé dire, mais aïe, ça va aller en Kalansa. Comme si ces enseignants n'avaient pas d'enfants. Mais et si cette foule qui est sortie, ces 5 là, était sortie pour demander au gouvernement de trouver une solution à cette crise, je pense que la solution serait trouvée. La crise au centre. Oui, tout à fait. Combien de personnes meurent par jour? Nous sommes à Bamako. Peut-être que nous ne sommes pas directement concernés, mais indirectement, tout le monde a un parent au moins qui tombe une fois. Chaque jour. Est-ce que cette foule-là est descendue pour demander à ce que la sécurité revienne au centre? Aujourd'hui, on sort brusquement et la seule chose qu'on a, démission du président. Quel est le plan B après le départ du président? Ils vous diront que nous avons notre plan à nous. Mais quel plan? C'est pourquoi je dis c'est se jeter dans l'inconnu. Manifester est un droit garanti par la Constitution. Mais je pense qu'il faut la sagesse, surtout en ce temps précis. Nous vivons de la crise sanitaire, la crise sécuritaire. Ceux que quelques mois on refuse d'aller voter à cause de la Covid, aujourd'hui sont dans la rue en train de manifester. Je reste droit dans ce que j'ai dit. Il est temps que le Malien sache ce qu'il veut réellement. Le jour où on le saura, je crois que les gouvernants n'auront que de suivre ce peuple, là. Mais se lever et demander le départ d'un président, la dissolution de toutes les institutions. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire du Mali que le peuple s'élève pour demander la démission d'un chef d'État? Je crois que quand Kora aura la parole, il sera le mieux dans placé l'histoire pour de dire. ce 91, il est mieux placé pour... Il y a eu des mouvements. Faut nous dire, oui. Oui, bon, c'est pas la première fois. Voilà, Parce qu'il y a eu, il y a eu la révolution. oui. Tout à fait. Il y a eu la révolution en mars 91 qui a fait partir Moussa Traoré. Oui. Mais ça, c'était le peuple. Et ça, c'était une révolution. Mais ce que les partis politiques demandent n'est pas une révolution. Parce que tout le monde n'est pas derrière. Voilà, donc je reviendrai là-dessus. Mais ce que j'aurais voulu dire, c'est que les partis politiques auraient pu avoir d'autres raisons de sortir pour manifester. Telles que, par exemple, Amnesty International, Human Rights Watch, deux ONG de défense des droits de l'homme qui se lèvent, qui accusent l'armée malienne, l'armée nigérienne, l'armée burkinabé. Il n'y a eu aucune réaction. Nos hommes politiques se sont tus là-dessus. Or, c'est grave. 2 ONG qui se lèvent et qui attaquent une armée nationale souveraine. Il n'y a eu aucune réaction. Donc, c'était une des raisons pour ces partis politiques. Et je voudrais tout simplement attirer votre attention que les partis politiques jouent leur rôle de veilleurs et de surveillants. Mais quant à se prononcer sur une situation que vous venez de signaler, les autorités maliennes, eux, qui ont en charge la gestion de ce dossier, ce sont eux qui devraient donner de la voix pour oui, mais éclairer si elles ne l'ont pas fait, les partis politiques ont le plein droit de le dire. Nous avons été attaqués par 2 ONG, notre armée. Hein, c'est une façon même de démobiliser l'armée malienne. Hein, dire que vous êtes des tueurs, vous êtes des assassins, alors que c'est des hommes qui sont là pour la défense de la population. Hein. Et puis, cette armée malienne dont on parle, on fait semblant comme si elle n'est pas au courant des problèmes de droits de l'homme. Mais dans le cadre de la formation, il y a un chapitre spécial qui parle des droits de l'homme. Donc, moi je crois que les partis politiques ont démissionné. Les partis politiques n'ont plus la force, la capacité de mobiliser. C'est pourquoi chaque fois que l'imam Mahmoud Dicko entre en colère, ces formations politiques-là en profitent. Elles courent pour venir. Ah, ça c'est une aubaine. Voici une occasion pour nous maintenant de faire chuter le régime de Moussa. Mais à elles seules, ou même en groupe, elles ne peuvent pas mobiliser. Moi je le dis, il y a des hommes politiques qui ne peuvent pas mobiliser 100 personnes sans pour autant débourser de l'argent. Il faut donner de l'argent pour que les gens sortent. Mais quand l'imam parle, il est écouté. Donc la population n'a plus confiance aux hommes politiques.
C'est pourquoi, à chaque occasion, on profite de Mamoud Dicko pour essayer de faire chuter le régime. Et pour paraphraser, comme on appelle Bouboula qui disait dans une de ses déclarations, nous préférons suivre quelqu'un qui veut aujourd'hui libérer le peuple. Il l'a dit également, bon, aujourd'hui, certains politiciens qui haranguaient les peuples tels que Oumar Mariko et qui sais-je encore, n'ont plus cette force, comme tu le dis, de mobilisation. Donc, il faut profiter d'une personnalité, comme vous venez de dire, Mamoud Dicko, qui a une véritable influence également, qui a beaucoup, les hommes ont beaucoup de respect pour lui, pour revendiquer quelque chose. Ou la politique, ou le politique dont vous parlez depuis la nuit des temps, c'est discrédité du fait qu'ils ont laissé un fossé entre eux et les populations, parce que le peuple ne se retrouve plus en leurs politiciens, d'autant plus que l'aspiration du peuple n'a jamais été prise en compte. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Si au fur et à mesure ce fossé s'aggrave, il va de soi qu'ils perdent de leur crédit. Je vais vous dire une chose. Tchébilène Dramé, c'est un homme politique. Il est le président du Parena. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le président Ibeka? Toutes sortes d'insultes. On dirait même qu'il prenait un stylo et un papier pour noter le nombre de morts au sein de notre armée. Tout à fait. Mais quand il est entré dans le gouvernement, bouche bée, il s'est tué. Ça mange quoi. Et quand il parle, il dit toujours selon les vœux, ou bien selon le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc il a changé carrément de comportement. C'est pourquoi on ne peut pas avoir confiance, on ne peut plus avoir confiance à ces hommes politiques. C'est des gens qui sont là parce que, pour survivre. Quand ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à avoir de l'argent pour survivre. Voilà, maintenant, ils commencent à taper du poing sur la table. Et c'est le cas de beaucoup de politiciens aujourd'hui qui s'agitent autour de Mamoud Dicko. Mamoud Dicko doit comprendre cela. Il doit faire extrêmement attention pour ne pas servir de bouc émissaire. Parce que lui-même, il a dit, il ne fait pas le combat pour chercher une place. Mais il doit faire énormément attention pour ne pas faire la jonction entre l'islam, la politique et l'argent. Les trois sont liés et c'est dangereux. Un chef religieux, qu'il soit chrétien, musulman, ta mission fondamentale, c'est de parler de ta religion. C'est de dire la religion. Mais je suis d'accord avec vous. Un chef religieux, c'est avant tout un élément de la société. Tout à fait. Je vous en prie. Donc il a tout un droit et de revendiquer ce qui lui semble bien pour le peuple. Ce n'est pas de faire de la politique, mais c'est d'inviter les hommes politiques à avoir un regard pour ce peuple, parce que l'homme, le religieux, est censé prendre en compte les besoins des populations. Et quand ces besoins semblent être, ma foi, un peu négligés par les hommes politiques, je vois très mal qu'un religieux s'asseye là pour dire, ouais, moi, je vais aller prier seulement. Bon, je ne parle pas de ça, mais ce ne serait pas être aussi. M. Sagara, lorsque le doyen Manga Konaté dit d'une part, les populations n'ont plus confiance aux hommes politiques, c'est que ces hommes politiques ont failli. Alors donc il y a un vide. Si parce qu'il y a un vide que d'autres, je vais dire, formations comme peut-être des religieux trouvent le terrain pour aussi y mixer. Alors donc quand je prends le cas de Mamoud Dicko, pas pour peut-être soutenir son action, mais je pense qu'aujourd'hui Mamoud Dicko est plutôt dans un cadre politique, purement politique, d'autant plus que le mouvement qui aujourd'hui, la coordination des amis, des fidèles, des sympathisants, c'est purement dans un cadre politique que ce mouvement a été créé. Étant parrain d'un tel mouvement, Dicko ne parle pas en tant que l'imam, il ne parle pas en tant que président d'une institution religieuse. Et pour revenir un peu sur un peu l'histoire, je regarde un peu au Congo, les religieux. Parce que peut-être que c'est parce qu'au Mali, les 80% de la population sont religieux. Parce que quand tu regardes la Mouka au Congo,
les chefs musulmans. Les catholiques prennent le devant comment on appelle, de la scène politique et demandent aux hommes politiques de respecter. Alors qu'est-ce que M. Chagara, quelle est votre analyse de cette approche religion, politique, l'argent est sur la scène actuellement sociopolitique? Voilà. Donc je disais que je suis parfaitement d'accord avec le doyen qui a fait une lecture très éclairée de la situation. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette alliance politique-religion. Un jour comme ça, je disais à un des partisans de Diko, je dis, vous savez, on l'appelle le très respecté imam Diko. On le dit parce qu'il se trouve à la mosquée. Le très respecté là, c'est pas autre chose. Hein. C'est parce qu'il a la couverture d'un religieux, d'un chef religieux. Et c'est pourquoi on le respecte. On l'honore. Je dis, mais en allant sur le terrain politique, il n'y a pas de différence entre lui et un Tcheblin Dramé. Hein. Et ça, c'est un terrain glissant. Et il ne maîtrise pas tous les paramètres. Je sais qu'il fait partie quelque part des acteurs de 91. Mais un religieux est un religieux. Un politique est un politique. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. J'arrive. Là, je m'oppose un peu à ce... Vous avez le droit de vous opposer, mais... Un religieux, c'est un citoyen. Non, je n'en disconviens pas. Mais il n'en fait pas dans les mosquées. Un soldat, c'est un citoyen ou pas? C'est un citoyen. Est-ce qu'un soldat peut aller faire la politique? Le règlement qui stipule que un homme dans les tenues, c'est la grande muette. Et la grande muette ne peut pas du tout, elle est là comme arbitre. Elle ne peut pas s'immiscer dans certaines prises de position. Alors, comme nous le disions tantôt, oui. Même dans l'histoire du monde, les religieux ont toujours été à l'avant-garde de la politique. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas être vraiment à l'avant-garde. Si je peux ajouter un mot. Oui. Et du coup, tout comme tout leader religieux, moi je pense, quand vous souhaitez faire de la politique, vous êtes un imam, vous voulez faire de la politique, donc démissionnez de votre fonction d'imam et allez faire la politique. Parce que si vous êtes imam, vous êtes respecté. Vous bénéficiez de certains honneurs. Mais dès que vous sortez de ce cadre, on va vous insulter père et mère, on va vous dire d'autres choses beaucoup plus amères. Donc, je crois qu'il ne faut pas accepter cela. Au temps de Modibo Keïta, on n'a jamais vu les responsables religieux s'occuper de la politique. Au temps de Moussa Traoré, ils avaient tenté, mais eux, ils ont été matés. Donc, c'est sous le régime de Alpha ATT que ces religieux ont commencé à prendre du poids et à sortir de l'ornière. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Le Mali n'est pas un pays islamique. Et s'ils veulent que le Mali soit un pays islamique, qu'on aille à un référendum et que la Cour constitutionnelle tranche. C'est très clair. Mais je pense que nous sommes en train de sortir du cadre même des débats. Non, nous ne sortons pas du cadre. Nous ne sortons pas. Écoutez, parce que attendez, personne n'a demandé que le Mali soit un pays islamique. C'est un pays laïque. On n'a pas besoin de le dire. Non, attendez, écoutez, vous ne pouvez pas dire les choses à la place des autres. On ne sait pas dire des choses à la place des autres. Vous trouvez normal que dans un pays laïque, qu'on prenne la place de l'indépendance pour prier un vendredi? Vous trouvez ça normal? La place de l'indépendance, c'est pas un lieu de prière public. Non, mais pas un lieu de prière. C'est un lieu public. Nous sommes dans une république laïque. Je ne soutiens pas. Mais non, ce n'est pas que vous ne soutenez pas. Mais je dis que quelque part, vous avez. Attends, j'arrive. Peut-être que. Non. Transformer le débat. Nous ne transformons pas le débat. Parce que nous non, je vais vous raconter cette histoire. Non, je vais vous raconter cette histoire. La situation qui raconter cette histoire. La marche qui demandait le départ de Soumaïla Boubé Maïga, je me souviens encore. Vous savez, j'ai des voisins qui partagent la même vision que Diko. Ce monsieur, ce jour-là, a loué 4 Sotramas. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, sortez, répondre à l'appel de l'imam. Celui qui mourra ce jour ira directement au paradis. J'étais là. C'est un bozo, je suis Dogon. Je lui ai dit, mais attends, et qu'est-ce que toi tu racontes là? Il le jure sur le Coran pour dire que ça, c'est la porte du paradis qui est ainsi ouverte. Tous ceux qui vont mourir dans cette marche-là iront au paradis. Parce que c'est le combat de l'islam. C'est le combat de la religion. Je sais de quoi je parle. Moi, ma communauté au pays de Gon sont à 100% partisans de Diko. Et je les entends parler. Puis la dernière fois, quand j'ai appelé au village, j'ai dit, mais et la marche, est-ce que vous allez venir comme la dernière fois? Ils me disent, ah non, nous on pensait que c'était affaire de religion, mais ce qu'on comprend maintenant là, on ne suit plus notre imam.
Donc on se désolidarise. Ça, c'est quelques personnes qui ont cette capacité de réflexion. Mais ailleurs, ceux qui pensent qu'aller mourir dans ces manifestations-là, c'est aller au paradis, vous minimisez ça. Vous pensez que ce n'est rien? Et l'imam, c'est très bien. Je pense que nous sommes en train de sortir du cadre du débat. Non, nous ne sortons pas. Je vais vous dire quoi. Regardez, nous avons dit que les politiques ont échoué. Ils ne peuvent pas mobiliser. Quand l'imam dit qu'on appelle les gens à sortir, vous pensez que les gens sortent parce qu'il est politique? Non. Vous le voulez ou pas, c'est la réalité. Les gens sortent parce que c'est l'imam d'Iko. Mais est-ce que, je voudrais vous poser une question. Oui. C'est peut-être pas un plaisir pour un citoyen de laisser vraiment ses occupations et de sortir pour le plaisir de sortir. C'est qu'il y a une brèche. C'est ce qu'il faut, en fait, il faut souligner cet état des faits. Ça, nous l'avons souligné. Nous avons juste dit, sûrement, c'est là. La politique et la religion ne sont pas compatibles. En tout cas, pas dans notre pays. Je ne voudrais pas qu'on reste campé sur cette histoire de religion politique. Je vais dire tout simplement, aujourd'hui, la situation de crise et toute multiforme que traverse le pays, c'est plutôt l'élément déclencheur. Sinon, ce n'est pas la personne de Mahmoud Dicko qui fait déplacer les hommes. Mais c'est parce que la grande population se dit quelque part lésée, l'éducation est mal faite. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sortent disent que, écoute, l'école malienne, d'autres sortent pour l'école malienne. Pour dire vraiment, nos enfants, l'avenir semble être hypothéqué. D'autres sortent pour cette raison, n'est-ce pas? Et d'autres aussi sortent pour plusieurs autres raisons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit Mahmoud Dicko ou bien que ce soit un tel ou un tel, quand ils demandent aux populations de sortir, ils se disent, on est fatigué, on va sortir. Donc il faudrait que maintenant, cette pression, je ne souhaite pas qu'on dise à démission le président, mais je pense qu'il y a une pression, peut-être qu'on cherche à mettre sur IBK et son régime, pour que enfin ils prennent les choses à bras le corps. Parce qu'on a comme l'impression que, vraiment les problèmes sont là, il n'y a pas quelqu'un à trouver une solution. Sauf que ce n'est pas ça, ils ont été clairs. Ils disent la démission du président ou rien. On ne peut pas voiler la vérité. Ils l'ont dit. Au départ, Dicko, lui, disait que ce n'était pas pour demander le départ du président, mais son porte-parole, le clamot est fort, dit à qui veut l'entendre. Pas plus tard qu'hier, qu'est-ce qu'il a dit? Dernier assaut, aujourd'hui, et vendredi, ils font tout faire pour faire partie IBK. Mais le message est clair, ça, ce n'est pas... Si c'était dans le but de dialoguer, de mettre la pression sur le régime, le président les a tendu la main. Je crois que c'est hier. Il a voulu les rencontrer. Ils ont dit quoi? Nous refusons. Tout ce qu'on veut, c'est ta démission. Confrère, on ne va pas tourner autour du pot. Je pense que ce n'est pas la bonne manière. Aujourd'hui, qu'IBK parte ou pas, ce ne serait pas la solution. Si ces humeurs pouvaient changer les choses positivement, après 2012, on serait très loin. Je crois que... On serait très loin. Je pense qu'il faut vraiment voir les choses. Je ne dis pas que tout va bien. Ça ne va pas dans le pays. Mais ce que moi je déplore, c'est lorsqu'on ne sort pas pour des causes nobles. Mais l'éducation est paralysée il y a longtemps, on ne s'est pas sorti. La santé, on n'est pas sorti. Mais quand il s'agit de demander le départ de quelqu'un, des gens sortent et vous trouvez ça normal? C'est cette foule-là qui a demandé le départ de Soumaïla Boubé-Maïga. Personne ne trouve ça normal. C'est cette foule qui s'élève encore pour demander le départ du président de la République. Alors, personne ne soutient. Je trouve même que les organisateurs de la marche du vendredi, là, ce sont des putschistes. Des putschistes. C'est-à-dire qu'ils veulent aller à un coup d'État. Parce que comment est-ce que vous voulez faire démissionner un président de la République? Et toutes les institutions avec. Je me pose la question. Comment? C'est aller à l'affrontement, c'est inciter l'armée à prendre le pouvoir, c'est de créer des dégâts à travers la ville, nous faire régresser encore en arrière. Donc ce sont des putschistes. Ok. Lui, il venait tout juste de souligner quelque chose. Effectivement, la sortie du chef de l'État, son adresse à la nation. Est-ce que ce n'est pas tardif? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire un peu plus tôt, avant que la marmite n'ait atteint un seuil de truc? Parce qu'il y a tout cela. Il y a tout cela. Le fait, c'est pas le fait n'est pas de dire oui, c'est pas bon de dire, mais est-ce que les stratégies adoptées par le pouvoir pour peut-être calmer les ardeurs ont été vraiment à la hauteur? Justement, si cette main tendue était venue un peu plus tôt, est-ce que ce ne serait pas une des solutions? Bon, je suis d'accord avec vous que le chef de l'État a pris un peu de retard. Face à la dégradation de la situation, il aurait dû quand même intervenir un peu plus tôt.
À côté de lui, il y a un de nos grands frères, Adam Cham, qui est son chargé à la communication, et que je connais bien. Et je sais qu'il joue son rôle de communicateur auprès du président de la République. Rien qu'à voir la déclaration du président, on sent qu'il y a une touche de Adam Cham là-dessus. Vous savez, le gouvernement vient de démissionner. Le Premier ministre a été reconduit. Il s'attelle à la mise en place d'un nouveau gouvernement. N'est-ce pas? Et pendant ce temps, les activités sont au ralenti. Et la population continue de souffrir. Eux, ils veulent encore en rajouter à cela. Faire du boucan. Parmi tous ceux qui font du bruit là, M. Konaté, je vais vous le dire, hein, beaucoup sont pressés d'entrer dans le gouvernement. Ils font du bruit pour attirer l'attention sur eux et ensuite entrer dans le gouvernement. Djibril Dramé l'a fait, mais il a trahi ses collègues pour entrer dans le gouvernement. Et d'autres le feront. Donc, pour éviter tout ça, il faut qu'on aille. Il faut qu'il s'en aille. Il faut que Ibeka quitte. Mais non. D'aucuns disent, mais vous dites que qu'est-ce qui va se passer après Ibeka? Moi, je ne pense même pas à après Ibeka. Je ne pense pas à cela. Parce que le faire partir est anticonstitutionnel. Et le Mali va subir le courroux de l'ensemble de la communauté internationale. Nous sommes en guerre, nous souffrons. Et vous voulez encore aggraver notre souffrance. Serait-il défenseur de la Constitution ou du droit constitutionnel? Car même Maga a soutenu le coup d'État de Aya, si je me souviens. Je l'ai soutenu. Ah, écoute, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah bon, vous voulez qu'il y ait un coup d'État? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que nous disons. Non. Vous dites tout à l'heure, vous voulez pas un putsch. Je suis d'accord. Je suis pas un putschiste, je suis pas armé. Loin de là. Et moi, on me voit jamais parler de politique. Et même ma plume n'écrit jamais politique. C'est pas ça. Mais quand je vois votre parcours, je l'ai vécu. Et je me dis, alors tiens, Maga donc est devenu constitutionnel. J'ai soutenu l'armée malienne. C'est pas que j'ai soutenu un général ou bien un capitaine. Non. Mon collectif, le collectif des patriotes, a soutenu l'armée malienne. Et pas seulement que l'armée. Le collectif a dit il va se prononcer sur toutes les questions socio-économiques et politiques au Mali. Donc, il n'y a pas que l'armée. Mais nous avons soutenu l'armée. Parce que c'est l'armée qui avait fait le putsch à l'époque. Et l'armée venait de subir un échec cuisant. Plus de 150 de nos militaires ont été sauvagement assassinés à Aguelok. Et c'est ce qui a amené les militaires à se révolter. Parce que rien ne se faisait pour leur défense. Ils n'avaient rien pour se défendre. Et il y a eu des attaques plus tard qu'hier. Il y a plus d'une vingtaine de soldats qui ont été tués. Cela, c'est répétitif. Donc, c'est dire que quel que soit le régime qui est en place, ça continue cette situation. Bon, si vous voulez qu'on parle de l'aspect sécuritaire, oui. On peut en parler. Bon, ok, je pense qu'on on peut en parler. Là, on n'en sortira pas. Je ne peux pas parler de cet aspect sécuritaire sans parler de Barkhane et de MINUSMA. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est eux. C'est Barkhane, c'est la MINUSMA. Parce qu'avant leur arrivée, on ne voyait pas cela. Pas plus qu'hier, on a perdu 34 de nos soldats. On leur a tendu un piège, ils sont tombés dedans. Bon, depuis qu'eux ils sont là, tous les jours, on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait des morts. Et pourtant, ils savent pertinemment où se trouvent ces djihadistes. Ils savent. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu le départ des Américains. Quand les Américains ont voulu se retirer, parce qu'ils bénéficient de renseignements précieux. Peut-être même ils savent où se trouve Soumaïla. Parce que quand les députés de la CEDEAO ont fait leur déclaration, ils ont adressé un message particulier à Barkhane et à la MINUSMA, bien sûr. Pour qu'ils essayent de diligenter la recherche de Soumaïla. Donc certainement, ils savent où il est. Ils savent où se trouvent ces djihadistes-là qui sont en train de nous tuer. Mais ils sont là aussi pour d'autres intérêts qu'on ne veut pas parler. Et ces intérêts-là sont quoi? Ce sont les ressources minières. C'est le sous-sol. C'est le sous-sol de Kidal. Ils veulent la partition du Mali, que Kidal soit un État à part entière. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà?
Bon, voilà. M. Sagara. Ça, c'est un autre problème. Je crois que Mamoud Dicko aurait pu sortir progressivement le vendredi. Oui. Pour réclamer le départ de Barkhane et de Minusma. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir quelles sont les intentions de Mamoud Dicko ou quels sont ceux qui tirent les ficelles au nord pour vraiment empirer la situation. Et M. Sagara, donc cette situation qui ne fait que s'empirer, parce que là, bon, ne parlons même plus de mouvement qui est en train de se préparer. Mais comment le Mali peut-il sortir de cette crise qui ne fait que s'empirer sur tous les plans? Seulement par le dialogue. Et je ne sais pas, le président devait s'adresser à la nation à 15h aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais je pense que le président, dans son adresse à la nation, a une fois de plus tendu la main à ceux-là même qui demandent sa démission. Et je pense qu'il faut saisir cette occasion et accepter de s'asseoir et discuter. Il n'y a pas mieux. Ouais. Et si nous voulons un État stable, prospère, il faut le dialogue. Et ceux qui demandent aujourd'hui le départ du président n'ont pas le monopole du pays. D'autres aussi souhaiteraient qu'il reste. Donc je pense que pour trouver une solution à tout ça, c'est de s'asseoir autour de la table, discuter et voir comment ensemble projeter l'avenir. Et croyez-vous que c'est encore possible? Oui, c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ceux d'en face refuseraient la main tendue du président. Si le refuse, moi je pense que voilà, on pourrait mal interpréter. On pourrait interpréter autrement leur action. Tout à fait. Vous voulez la démission de quelqu'un, il veut parler avec vous, mais écoutez-le. Mais refuser, je pense que c'est pas salutaire, quoi. Je voudrais ajouter aussi émission, bien sûr, oui. Ouais, je voudrais ajouter aussi que de l'autre camp, vous savez, il n'y a pas que des gens qui sont avec les formations politiques ou bien avec Mamoud Dicko, mais il y a des gens qui sont avec la mouvance présidentielle également. Bon, moi je salue aujourd'hui leur sagesse. Ils auraient pu se lever également, se mobiliser pour manifester leur soutien au président de la République. Mais c'est un groupe de formation politique juste qui est parti à Koulouba, le rencontrer et lui manifester son soutien. Sans quoi ils auraient pu mobiliser les gens dans les rues. Et je vous promets que ça allait être une grande mobilisation. Mais est-ce que ça n'allait pas encore empirer la situation? Bon, c'est pourquoi je dis, je salue leur sagesse. Ah, c'est tant mieux. Adams, c'est tant mieux. Le pouvoir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, tu sais, moi avec la petite expérience que j'ai, vous pouvez combattre le pouvoir jusqu'à un certain niveau. Mais le pouvoir, c'est mais le peuple. Quand vous dépassez ce niveau-là... Vous pensez que le pouvoir serait le peuple? Laissez-moi terminer cette alors, parce que partie-là. quand tu parles du pouvoir, je ne sais pas si vous faites allusion à ceux qui ont les armes ou bien ceux qui tiennent. Je parle du pouvoir, je dis le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir ou bien c'est ceux qui ont ceux qui combattent le pouvoir. Vous pouvez combattre un pouvoir jusqu'à un certain niveau. Mais quand vous dépassez ce niveau-là, on vous applique la raison d'État et c'est grave. Et qu'est-ce que c'est que cette raison d'État? Le pouvoir va se montrer. Avec le pouvoir sera obligé de réagir. La force? Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon de inciter et peut-être ce pouvoir dont vous parlez, et que ce soit un pouvoir malien, que ce soit un pouvoir sénégalais ou togolais, parce que l'Afrique c'est ça. L'Afrique, c'est partout. Les régimes africains ont cette fâcheuse habitude de se cacher derrière cette force des armes, parce qu'ils ont la répression pour museler le peuple. Et cela ne peut pas continuer. Il faudrait qu'à un certain moment, les politiciens, comme vous l'avez dit dès le début, le véritable problème aujourd'hui qui arrive au Mali, à toute l'Afrique, il faut qu'on se dise maintenant les vérités. C'est qu'il faut que les politiciens vraiment jouent leur rôle. Parce que ce n'est pas un plaisir pour les hommes de sortir. Les hommes, combien mon rôle là? On ne demande pas la démission du chef de l'État. Mais les problèmes sont trop accumulés. Accumulés de telle sorte qu'aujourd'hui, personne n'a la solution. Tout le monde est aux abois. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a une partie de la population qui dit, alors vraiment, il y en a marre. Ce n'est pas véritablement la démission du président qu'on demande, mais c'est un ras-le-bol que les hommes, vraiment les uns et les autres... Ah bien, vous les prenez pour des plaisantins ou quoi? J'ai dit qu'ils ont demandé la démission du président. Ils continuent de demander. Bon, mais pourquoi vous accrochez à cette idée qu'ils n'ont pas demandé? C'est pas parce que on leur a donné cette occasion. C'est ce que j'ai dit. Si les problèmes avaient été
je dirais, on ne peut pas résoudre tous les Le problèmes. pouvoir se gagne par la voie des urnes. Le pouvoir se gagne par la voie des urnes. C'est ça la S'ils démocratie. veulent la démission du président, C'est ça la démocratie. ils n'ont qu'à attendre les élections et aller aux élections. Mais ils ne peuvent pas mobiliser. C'est ce que je dis bien. Le problème n'est pas... C'est la même question un jour de porter plainte contre ces partis politiques. Parce qu'ils prennent l'argent public. On leur donne l'argent public pour aller former, pour aller sensibiliser, etc. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils bouffent ça. Il y a même lieu de porter plainte contre eux pour leur demander qu'est-ce que vous faites de cet argent parce que vous n'êtes pas en mesure de mobiliser. Je pense que le débat était vraiment plaisant et ça a été enrichissant. C'est aussi ça, la démocratie. Je pense qu'on ne fait pas du béni oui. On n'est pas là pour dire oui, je soutiens tant, mais il y a une cause qu'il faut défendre. Et on ne défend pas Diko ni Ibeka en tant que des hommes, mais on parle au nom de nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est qui? C'est le peuple. Donc, vraisemblablement, pour terminer vraiment ce débat en beauté, et quel est votre message de la fin? Le message, c'est de dire aux autorités, au président Ibeka, d'écouter son peuple. D'écouter son peuple et cette main tendue, que ce soit sincère. Et si cette main venait à être acceptée, que vraiment qu'on se parle en face dans la sincérité. Tout à fait. Et pour que le Mali n'a que trop souffert et qu'on puisse vraiment tourner la page et que le Malien puisse un jour revivre quoi. Vraiment. Et à ceux qui demandent sa démission, je leur dirais de mettre de l'eau dans leur vin. Dans leur vin, ce n'est pas comme ça. Tout à fait. En se radicalisant, on ne trouve pas la solution. C'est pas la solution. Qu'ils acceptent cette main tendue, que le Mali soit au centre, rien que le Mali. Et le pouvoir, comme l'a dit le doyen, ne se ramasse pas dans les rues. Hein. On peut espérer, on peut penser que voilà, c'est le moment idéal, mais non. Tout à fait. Il faut dialoguer et attendre les élections. Si la vie est, c'est dans 3 ans quoi. C'est dans 3 ans et qu'ils viennent avec des projets de société et qu'ils séduisent l'électorat et qu'ils viennent aux affaires et on verra. Un appel très patriotique de la part du Sagara. Nous allons espérer que vraiment chacun sera raison garder pour que le pays retourne son calme d'attente. Le doyen Mangan, votre mot de la fin pour terminer ce débat. C'est de vous remercier, c'est de remercier Sagara. Et je voudrais dire que au Mali, nous devons faire énormément attention. La religion, la politique, l'argent, voici 3 choses qui risquent de nous créer des problèmes. Et nous sommes déjà dans ces problèmes-là à travers ce que nous constatons aujourd'hui. Demander la démission du président de la République, un président démocratiquement élu, avec la violence, je ne pense pas que c'est la solution. Ceux qui veulent sortir vendredi vont sortir avec l'intention d'aller prendre le pouvoir. De provoquer les forces de l'ordre qui seront obligées de réagir et ils pensent que à travers cette situation que l'armée va intervenir, prendre le pouvoir et bon voilà, on va entrer dans une transition encore, aller vers une conférence nationale, mais ça nous fait perdre du temps. Donc les stratèges de cette nouvelle donne-là, moi je leur demande vraiment de savoir raison garder, de nous laisser souffler. Le Malien a trop souffert et le mandat d'Ibeka c'est quelques années, c'est fini. Ceux qui veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à prendre par les urnes et ils n'ont qu'à utiliser l'argent public que l'État leur donne justement pour sensibiliser leurs militants. Cet argent public-là, qu'ils ne le bouffent pas. Parce qu'en fait c'est ça, parce que beaucoup de gens se marient avec, d'autres achètent des véhicules, que d'aller sensibiliser. Donc voilà, moi je remercie tout le monde. Okay. Chers téléspectateurs, c'était donc ce grand débat consacré à l'actualité de notre pays. Et je pense que les uns et les autres ont souhaité un apaisement, est-ce que nous souhaitons tous, et que le pays retrouve son calme d'attente, et que les Maliens se donnent la main, et car nous sommes un. Le pays doit être un, s'unir, afin de lutter contre ces narcos, ces djihadistes qui profiteront d'un certain désordre pour encore, vraiment sincèrement, s'accaparer du peu qui nous reste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
la fin de ce débat, nous avions aujourd'hui le doyen Maran Konaté. Maran, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Eh bien, donc, Amadigué, bien sûr, Sagara, le confrère, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Et merci à nos téléspectateurs de partout dans le monde et nos auditeurs. Nous n'oublions pas nos cadreurs qui, vraiment, Modibo Sissoko et, je dirais, M. Dambélé et Maman Dambélé, sans oublier le chef de production qui vraiment suit les choses de près. Derrière la baie vitrée, celui qui permet vraiment sincèrement de cadrer tout ce son, le jeune au doigté magique, lui c'est Omar Diallo. Merci à toutes et à tous. Bye.